Mais si vous êtes d'accord, j'aimerais commencer en vous proposant une petite expérience pour se mettre un petit peu en jambes. Auriez-vous la possibilité de sortir, de prendre votre porte-monnaie ou votre porte-carte dans la main, s'il vous plaît? Oui, avec le code de la carte bleue, donnez-le-moi. La deuxième étape, alors c'est rendu un petit peu difficile par la configuration de la salle, mais pourriez-vous donner votre porte-monnaie ou votre portefeuille à la personne qui se trouve le plus à gauche de vous, s'il vous plaît? C'est c'est pas très confortable, hein. On se pose la question, on jauge, on regarde l'autre, on essaye de prendre un peu la mesure. Est-ce que vous pourriez faire la même chose avec votre téléphone en le confiant à la personne qui est pour le coup à votre droite? Donc là, est-ce que vous arrivez à ne pas être dans le contrôle, c'est-à-dire à ne pas regarder ce que les personnes à qui vous avez fait confiance sont en train de faire avec les éléments qui vous appartiennent? C'est pas une zone où on est forcément à l'aise, c'est pas une zone qui est très naturelle, qui est très spontanée. Et si on considère le téléphone et le portefeuille comme les outils de l'entreprise, que ce soit les moyens de production, que ce soit ses budgets, que ce soit sa réputation, mais en fait, cette démarche de confiance, c'est celle dans laquelle se sont engagés les entrepreneurs qui fondent une société sur la base de la philosophie de l'entreprise libérée. Je vous propose de récupérer vos biens. Et oui, c'est le fondement, c'est de transmettre la capacité à prendre des décisions qui sont bonnes pour l'entreprise et bonnes pour les clients de l'entreprise aux personnes qui sont les plus compétentes dans ce domaine. Et ça va aussi bien de l'achat de fournitures à la consolidation des comptes. Voilà, j'espère que cette petite expérience vous a mis en jambes. Moi, je m'appelle Julie Legout. Je suis en charge de la communication chez Link Value, qui est une entreprise libérée, mais là n'est pas le propos. Le propos, il se trouve là, devant vous. Ce sont ces quatre hommes avec qui nous allons débattre. Mais avant d'attaquer ça, dernier petit tour de piste. Est-ce que vous pourriez lever la main ceux qui spontanément se projetteraient dans une entreprise libérée? Ok. On a des convaincus, on a aussi probablement donc des sceptiques. Et ben je vous remercie pour avoir joué le jeu. Et je vais m'adresser à vous, messieurs. Est-ce que vous pouvez vous saisir des micros et puis vous présenter de façon assez succincte, parce que vous avez tous des parcours extrêmement riches, mais faire un exercice de synthétisation. Et puis au cours de cette présentation, j'aimerais que chacun, vous soyez en mesure de donner un mot, un seul, votre mot, avec lequel vous qualifiez l'idéologie d'entreprise libérée. Jérémy, je te laisse la parole. Merci de me laisser cette lourde tâche de commencer. Donc moi, je suis Jérémy Bataille. Je suis le fondateur de FlexJob. Je préfère me définir comme un entrepreneur militant pour ces nouvelles formes d'organisation qui permettent à l'entreprise de saisir des enjeux sociétaux, technologiques, environnementaux dans lesquels le monde est en train de plonger. Un mot qui, pour moi, définit le mieux la thématique qu'on va aborder aujourd'hui, c'est le sens. Voilà, S-E-N-S. Merci. Alain Déribarne, je suis un vieux chercheur du CNRS, économiste et sociologue du travail. Et je n'ai pas d'idéologie apparente, si ce n'est d'essayer de comprendre ce qui se passe dans notre société. Et donc je regarde avec intérêt et un certain scepticisme ce qu'on appelle l'entreprise ou l'organisation libérée. Bonjour, je m'appelle Stéphane Rayos. J'ai créé une société qui s'appelle Fasterize il y a 7 ans maintenant, qui est dite de type entreprise libérée
Ça fait plus de 20 ans, 24 ans que je travaille dans le web. Voilà. Le mot. Le mot, parce que j'ai réfléchi toute la nuit quand même. Donc pour moi, le mot qui illustrerait l'entreprise libérée, c'est adulte. Adulte. Bonjour, François Gueuse, je suis consultant en ressources humaines, plus spécialisé sur les problématiques de transformation des organisations RH. Je suis également auditeur social et j'ai pendant 18 ans dirigé le Master Management des ressources humaines de Lille et pendant 6 ans présidé au réseau des 3e cycles RH français. Si je veux dire, j'en dirai pas un mais deux, mot histoire de qualifier l'entreprise libérée, c'est maltraitance organisationnelle. Alors, si on reprend, nous avons sens, scepticisme, adulte et maltraitance organisationnelle. Bon, je pense qu'avec ces 4 mots, on dresse très vite le tableau des débats et de la passion qu'il peut y avoir autour de cette table ronde. Jérémy, je vais te poser une question. On parle d'entreprise libérée, mais libérée de quoi ? Ouais, effectivement, c'est un peu la question. Je dirais peut-être libéré d'une chape de plomb qui bride l'innovation, l'engagement, l'épanouissement des collaborateurs. Pour moi, c'est la première chose. Libéré de tous les subterfuges de l'entreprise taylorienne, celle où la guerre d'ego, la guerre de pouvoir, la guerre de l'information a une place prédominante. Donc c'est libéré de tous ces subterfuges. Et finalement libéré pour permettre cet engagement, cet épanouissement. Et je suis très curieux d'entendre un peu les retours qu'on va pouvoir faire au vu de ces mots, scepticisme, pour pouvoir enrichir le débat. Dans le prolongement, en fait, l'entreprise libérée, elle est annoncée de façon tout à fait logique. Si on veut bien suivre l'évolution de l'organisation du travail et de la société française depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Donc on a vendu aux collaborateurs de l'entreprise un poste taylorien avec la logique de compétence, hein, on leur a bien vendu, alors qu'on a fait un post-taylorisme qui est de plus en plus dur du point de vue de la gestion des grandes entreprises. Et par ailleurs, les générations actuelles sont les petits-enfants ceux de mai 68, et ils veulent faire ce que leurs parents ou grands-parents considéraient comme une utopie et qu'ils considèrent comme normal. Et donc tout ce qui est autorité des savoirs, autorité des statuts et autre chose sont considérés comme relativement disqualifiés. Donc l'entreprise libérée, c'est logique. Elle arrive à la suite des autres et elle a à se construire. Encore faut-il qu'on la construise. Moi, je trouve que tu as bien résumé, Jérémy, donc je ne vais pas rajouter grand-chose. J'aurais dit libérer des carcans des entreprises classiques qu'on constate aujourd'hui. Voilà, c'est tout. Vous avez compris, hein, je suis le méchant dans l'affaire. Tout d'abord, libérer, mon entreprise, elle ne s'est absolument pas libérée ni du percepteur, ni de son environnement réglementaire, juridique, etc. Malgré tout, il y a encore un cadre qui existe. Et d'une certaine façon, se libérer parfois à l'intérieur d'une prison, ça peut poser quand même quelques questions et quelques difficultés. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, quand on dit libérer de quoi, j'entends parler, c'est des organisations qui doivent faciliter l'engagement, qui doivent faciliter tout un ensemble de choses. Et dans les faits, elle n'est surtout pas libérée des buzzwords. Elle n'est absolument pas libérée d'une communication que je qualifierais parfois outrancière, en mode bisounours. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est le monde où tout le monde, c'est l'entreprise où tout va bien.
quand vous lisez, quand vous regardez sur les réseaux sociaux, etc. Donc elle n'arrive pas à se libérer en fait d'une certaine forme de marketing de sa propre organisation. Mais histoire de mettre un bémol, quand on dit libérer de quoi, eh bien en fait il n'y a pas une libération, mais il y en a plein. Et la comparaison entre des organisations, des entreprises qui se créent, qui sont, je dirais, en mode start-up, et la grande entreprise qui rentre dans ces schémas-là, eh bien, ce sont des situations extrêmement différentes, des niveaux de libération qui sont radicalement différents, là aussi, et des choses qui, à ce moment-là, amènent et ouvrent, entre guillemets, à des débats qui sont particulièrement ouverts. Merci. Donc, finalement, c'est le marketing qui est autour de tout ça qui est plus perturbant dans une première étape que l'approche, que la philosophie. On va y venir. Stéphane, toi qui as créé ta société avec cette démarche-là, qu'est-ce qui caractérise ton entreprise libérée? Donc effectivement, alors déjà tu dis ton entreprise libérée parce que j'imagine que d'autres entreprises libérées n'ont pas les mêmes caractéristiques. Ce qui caractérise nous, notre organisation, c'est la prise de décision, la facilité de prendre des décisions, la rapidité que ça engendre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de frein à la prise de décision. Il y a bien sûr des process, c'est pas l'anarchie, c'est pas le consensus, c'est pas la démocratie non plus. Mais voilà, c'est le pouvoir de responsabilité qu'on donne à chacun dans l'entreprise pour prendre n'importe quelle décision. Jérémy, toi, est-ce que dans le cadre de la tienne, tu nuancerais, tu irais plus loin? Non, je nuancerai pas. On partage vraiment la même vision, la même philosophie. Effectivement, on parle de libérer, et j'aime bien cette analogie avec la prison. Il faut tout libérer, ou ne rien libérer finalement, parce que sinon ça peut être encore pire finalement de faire croire que c'est libéré, alors qu'en réalité ça ne l'est pas du tout. Néanmoins, je tiens quand même à préciser que ces nouveaux modèles d'organisation auxquels je crois fortement sont des modèles qui sont dans lesquels les règles sont beaucoup plus explicitées, dans lequel le cadre dans lequel on évolue est très fort, très marqué, avec notamment des temps de régulation, des conflits et des tensions qu'il peut y avoir, avec des processus de sollicitation d'avis, des processus pour prendre des décisions éclairées en regard de qui concerne cette décision, le principe un peu de subsidiarité. Donc c'est un point qui est vraiment important, et c'est plus difficile de construire ces modèles d'organisation que de rester dans un schéma classique dans lequel on a tous été éduqués, dans lequel on a tous pu vivre dans des expériences professionnelles ou même à l'école, d'un schéma finalement où l'autorité est au-dessus de nous, le pouvoir d'un chef. Non, là c'est beaucoup plus exigeant, il y a vraiment le poids d'un collectif qui est guidé par toutes ces règles justement. Alain, est-ce qu'il y a des mythes qui circulent, qui sont repris autour de ce sujet-là? D'abord, si on pouvait abandonner le terme d'entreprise libérée, on gagnerait pas mal de choses, parce que c'est un mot valise qui veut absolument rien dire, si ce n'est pour faire du marketing pour des consultants. Donc voilà, donc repassons aux choses sérieuses, qui est qu'est-ce que c'est que des organisations d'entreprises dans lesquelles on mobilise convenablement l'intelligence de tous les collaborateurs. Donc moi je veux bien commencer à causer des entreprises qui sont intelligentes et celles qui ne le sont pas. Et donc le point essentiel, c'est que vous pouvez faire n'importe quel type d'entreprise qui soit performante au point de vue économique, voire performante au point de vue social. Par contre, ce qu'il faut fabriquer, c'est une cohérence entre les différents éléments. Alors pourquoi en France, plus qu'ailleurs dans le monde, on parle de l'entreprise libérée? Parce qu'on a une grande tradition de l'organisation technico-humaine qui est des lignes hiérarchiques extrêmement longues, de la verticalité du haut vers le bas extrêmement forte, avec un contrôle managérial qui est un contrôle par les moyens, par les outils, par le fait de regarder les gens. Or, il y a un mot qu'il va falloir bien qu'on reprenne, c'est le management par la confiance.
qui est au cœur en fait, de ce qu'on peut appeler la transformation profonde de l'organisation de l'entreprise et du choix de ses collaborateurs. Alors, on n'est pas du tout dans des entreprises de bisounours, il ne faut pas se tromper. On est dans des entreprises qui, à partir du moment où on laisse les individus avec des espaces de liberté relativement grandes, on sait ce que c'est que les équipes autonomes ou semi-autonomes. Ce sont des entreprises où il y a besoin d'une régulation extrêmement forte, une régulation extrêmement sophistiquée qui, du point de vue managérial, est infiniment plus difficile à concevoir et à mettre en œuvre que le hiérarchico-tayloro, tout ce que vous voulez, classique. Ça demande beaucoup de travail managérial. Infiniment plus difficile. Faut bien s'entendre, hein, c'est pas non plus si compliqué que ça, il faut juste se gratter un peu la tête et puis penser autrement que justement management hiérarchie, quoi. Si je me permets de rebondir sur vos propos, pour moi, ces organisations sont des organisations au sein desquelles, entre guillemets, on vise véritablement à développer l'autonomie, la responsabilisation des collaborateurs. Et vous parliez d'organisations autonomes, de groupes autonomes, semi-autonomes. On pourrait remonter à Hyacinthe Dubreuil avec les travaux du début du siècle, enfin du précédent, où d'une certaine façon on théorisait déjà un petit peu ces modèles-là. Et pour moi, il y a malgré tout quelques éléments à avoir. C'est-à-dire que ces éléments d'autonomie et de responsabilisation ont, dans nombre d'entreprises, été échangés contre moins de sécurité. Voilà. Globalement, il faut être honnête aussi, l'entreprise taylorienne, elle a toutes les... je ne vais pas dire les vertus, hein, c'est l'inverse de la vertu. Il y a tout un ensemble de difficultés qui sont présentes, mais c'est des choses qui donnent un cadre et que pour certaines personnes, le cadre est rassurant. Et aujourd'hui, on a aussi tout un ensemble de personnes qui sont dans le frein vis-à-vis de l'entreprise libérée. Et notamment, on parlait de la place du management, qui est beaucoup plus complexe dans ce type d'organisation. Eh bien oui. Et en fait, ces organisations-là sont des organisations qui, à mon sens, demandent plus de management que dans d'autres. Je m'explique. C'est-à-dire que vous connaissez les notions d'équilibre stable et équilibre instable en physique ? Vous savez, c'est le coup du pendule. Au bout d'un moment, l'équilibre stable, en fait, le pendule revient à sa position d'équilibre, en bas. Maintenant, vous avez l'équilibre instable, c'est ce qu'on nous a appris en troisième, je pense. Vous avez deux boules, vous en mettez une grosse en bas, une petite au-dessus, et la petite, elle est, dès qu'il y a une chose qui se passe d'un côté ou de l'autre, la petite boule, elle tombe. Et d'une certaine façon, imaginez la grosse boule comme étant l'entreprise et celle du dessus comme étant le collaborateur ou le manager. Dès qu'il y a quelque chose qui se passe, eh bien, d'une certaine façon, on risque de déséquilibrer le mode de fonctionnement de l'entreprise. Et d'une certaine façon, il y a tout un ensemble de personnes qui ont théorisé, notamment des consultants, l'entreprise libérée comme étant une entreprise sans hiérarchie, où on faisait des économies justement sur le management parce que ça permettait, entre guillemets, de réduire les coûts sur les fonctions support, sur la ligne managériale, etc., notamment pour investir sur la recherche. On pourrait reprendre les travaux de Jean-François Gagne à Dauphine, mais c'est exactement l'inverse qu'il faudrait faire. Ce sont des entreprises où l'investissement du dirigeant, l'investissement des managers est, à mon sens, beaucoup plus fort pour que cela fonctionne. Et si on n'est pas dans cette logique-là, à mon avis, on s'expose à de vrais problèmes. Excuse-moi, mais j'en profite chaque fois qu'il passe vers moi. Oui, on parle de manager et de management, qui sont pour moi deux choses vraiment différentes. C'est-à-dire que le management peut être opéré par des managers et il peut être aussi assumé par le collectif. Et donc peut-être plus de management dans des entreprises libérées, je ne suis pas forcément d'accord, mais en tout cas, ça ne veut pas dire plus de managers. Au contraire, chez nous, il n'y a pas de management et pas de manager. Du coup, Stéphane, par rapport à ton quotidien, là où on entend qu'il y a besoin de beaucoup de process et de structures pour que l'équilibre soit atteint, toi, qu'est-ce que ça représente
Alors moi, je suis pas d'accord avec ce qu'a dit Jérémy. Hein. Donc, pour moi, il n'y a pas plus de process, il n'y a pas plus d'explicite. Il y a de l'implicite, il y a des règles sociales toutes simples de bien vivre ensemble, de bienveillance, de transparence. Donc, chez nous, au quotidien, si vous venez chez Fastorize, il n'y a rien qui différencie Fastorize d'une entreprise classique si vous venez dans les bureaux. Donc, vous n'allez pas voir, on n'a pas des fleurs autour de la tête, on n'a pas des baby-foot, on n'a pas de baby-foot, non, on n'a pas de baby-foot. Non, voilà. Donc, c'est une entreprise, tout ce qu'il y a de plus, je sais pas, je dirais classique dans la forme. Oui. Ce qui change, c'est à l'intérieur. Donc, c'est ces mécanismes de transparence complète qu'on a mis en place. Donc, toute l'information est accessible par tout le monde. C'est la liberté. Alors concrètement, la liberté, on a affaire à des adultes. Donc ils viennent travailler quand ils veulent, à l'horaire qu'ils veulent, les jours où ils veulent, ils travaillent d'où ils veulent. Alors, je vais peut-être choquer des gens, mais ils choisissent leur salaire. Bref, ils ont une totale liberté. Ils travaillent en tant qu'équipe. Et comment ça s'assume face à un extérieur qui a des attentes, face à des clients qui ont, eux, la notion d'horaire, eux, la notion de présence, de rencontre, l'engagement? C'est ce que je disais en parlant de pression sociale, de cadre ou de contrainte, c'est que, bien évidemment, quand on recrute quelqu'un chez Fastorize, on lui explique qu'il peut venir travailler quand il veut, mais qu'il y a des clients en face, et que travailler de 17h à 24h, c'est pas bien possible parce que les clients... ils n'ont pas cet horaire-là. Donc on s'adapte, mais c'est juste que voilà, on est quand même libre de... Et puis on a des collègues aussi qui viennent à des heures à peu près stables, fixes. On a envie de travailler avec ses collègues et pas complètement décalé. Donc on s'ajuste, mais moi le premier, je commence à 10h30, 11h tous les jours, et ça choque personne, quoi. Jérémy ? Ouais, j'aimerais revenir sur... je rebondirai pas sur ce que vient de dire Stéphane. Je pense qu'on est finalement assez d'accord. Mais j'aimerais juste revenir sur ce que tu as dit, François, sur cette question de cadre rassurant des entreprises assez classiques, plutôt tayloriennes. Je suis pas d'accord, en fait. Pour moi, c'est pas rassurant, en fait. Ces cadres-là, ils sont basés sur la méfiance. Ils sont basés sur la peur, en fait. Les collaborateurs et même des managers ont la boule au ventre, en fait, de venir travailler. Et c'est pas du tout rassurant, en fait. Je pars d'un postulat que dès lors que les conditions de travail, dès lors que l'environnement de travail au sens large, pas que l'environnement physique, mais toute la manière dont les collaborateurs peuvent être valorisés, tous les leviers de la motivation intrinsèque, dès lors que ces éléments-là sont présents, il n'y a plus besoin de ce cadre, comme on dit, rassurant. Non, je ne crois pas, en fait. La confiance, elle n'a pas forcément besoin de ce cadre. Et pour moi, ça, c'est vraiment un point important. Je crois vraiment que les organisations très hiérarchisées au sens pyramidal, je ne dis pas que l'entreprise libérée, il n'y a plus de hiérarchie, je crois qu'il y en a une, mais plus basée sur l'autorité que le pouvoir. Et du coup, pour moi, c'est une grande différence avec le fait de faire peur pour contrôler et faire en sorte que les gens ils produisent de plus en plus, et le fait de responsabiliser, de donner la confiance. J'aime bien ce concept de présomption de confiance, faire confiance avant de dire je vais d'abord me méfier de toi, et puis si tu gagnes ma confiance, alors je te la donnerai. Mais du coup, avant, je vais quand même me méfier de toi. Comment tu distingues autorité et pouvoir ? Alors c'est un sujet qui pourrait faire l'objet d'une table ronde à part entière. Je dirais que le pouvoir, il a plus attrait au statut, au rôle que l'on peut donner à quelqu'un. Tiens, toi, tu seras manager, donc tu as le pouvoir. Alors que l'autorité, c'est quelque chose qui est plutôt porté par un collectif, porté par des pairs. On reconnaît à quelqu'un son pouvoir, son autorité, parce qu'elle a du charisme, parce qu'elle a une expertise qui va emmener finalement... Pour moi, le pouvoir, c'est plutôt le manager dans l'ancien temps, et l'autorité, c'est plutôt le leader dans l'entreprise de demain. Merci. Alain, justement, demain, est-ce que ces différents modèles, l'entreprise dite traditionnelle, classico-classique, et l'entreprise, si ce n'est libérée, mais nouvelle version, est-ce qu'elles vont coexister ou est-ce que l'une va s'effacer au profit de l'autre ? Mais elles vont coexister. La viscosité sociale et organisationnelle est tellement grande qu'il y a plein de modèles d'entreprises qui vont coexister pendant extrêmement longtemps. Par contre, il faut revenir au rapport entre les mots et ce qu'il y a derrière. Donc on a évoqué la sécurité et le rassurant. Vous avez toute une série de personnes qui sont
absolument pas rassurés dans des systèmes qui sont instables. Vous avez au contraire d'autres personnes qui se sentent en sécurité dans des systèmes stables. Et ils ne se sentent pas en prison. Donc, du coup, on revient au problème de base, qui est quelle organisation, quand vous êtes responsable d'une organisation, je ne dis pas uniquement d'une entreprise exprès, hein, quand vous êtes responsable d'une organisation, quelle organisation vous voulez monter, pour quel objectif et avec qui, et y compris avec quel outil technologique, si on a suivi la conférence de ce matin dans le Grand Amphi. Donc on a un vrai problème de la construction de façon homogène d'un ensemble à la fois économique, technique, humain et organisationnel. Et la pire des choses, c'est d'avoir des ensembles qui ne sont pas homogènes. C'est-à-dire que quand on regarde où sont les stress et où sont les inquiétudes, c'est là où il y a des dysfonctionnements. Donc ça, c'est le pire. Et le pire des pires, c'est le rapport entre le discours et la réalité. Et alors là, l'avantage d'être sociologue et de se balader partout, dans tous les types d'entreprises et d'organisations, c'est l'écart actuel qu'il y a entre tout un discours qui est politiquement correct, qui est on va être avec des collaborateurs autonomes, responsables et créatifs. Parce que maintenant, il faut être créatif aussi. Hein. Non, oui, attends. Alors ça, c'est encore en plus une autre chose. On est en plus dans une philosophie du discours de la bienveillance et encore mieux dans le discours du bonheur. Et donc, on est tous... vous avez le bouquin qui vient de sortir sur le happiness, l'obligation du bonheur, tout à fait intéressant. Donc c'est la dernière mode. Déjà, si on fait de la qualité de vie au travail, ce qu'on appelle la fameuse QVT, à peu près convenablement, qui sont quand même les premières mages du système, ce sera déjà pas mal. En fait, on raconte plein de salades à tout le monde, et c'est pour ça qu'il faut retourner aux réalités. Dont la tienne. François, tiens, sur la table. Du coup, la question qui suit, c'est est-ce qu'on est sur une action de communication ou est-ce qu'il y a en réalité, au-delà de ce vernis-là, de ce vernis de présentation, un profond renouveau des modes organisationnels? Pour moi, c'est bien entendu, on a une certaine forme d'éclosion, de foisonnement, en fait, d'expériences qui apparaissent, que je ne qualifierais pas fondamentalement de nouveau. Hein. Ça, c'est des choses comme ça. Le fait, quand on crée son entreprise, que de ne pas, alors qu'on est 10, créer un organigramme à 3 niveaux, etc. Excusez-moi, c'est du bon sens, quoi. Enfin, le fait, quand on est 10 aussi, que de dire, globalement, quand on a des décisions à prendre, on les prend ensemble, c'est aussi, somme toute, relativement logique et normal. Enfin, moi, ça m'a jamais époustouflé de voir se développer ça dans des nouvelles entreprises. Le point, c'est qu'on a aussi dans cette logique du discours, etc. Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Alain Diribarne sur toutes les problématiques de la dissonance qu'il y a entre les discours. On est véritablement dans bon nombre d'entreprises sur des logiques que je qualifie personnellement d'imposture. Ah, on nous dit Airbus est une entreprise libérée. Oui, c'est un atelier, d'accord ? Ça va. On dit Poult est une entreprise libérée. Oui, c'est un site parmi 3. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? On est dans l'emphase. On gonfle et beaucoup d'entreprises, et ça c'est intéressant malgré tout, beaucoup d'entreprises, de grandes entreprises, sont dans des logiques où justement elles ont pris conscience du fait que les modèles organisationnels tayloriens touchaient leurs limites en termes, excusez-moi, de productivité, de rentabilité, etc. On ne fait pas ça pour le bonheur des gens. Mais elles ont bien compris que d'une certaine façon, ces modèles-là d'organisation étaient à bout de souffle et qu'il fallait en trouver d'autres. On voit aujourd'hui, et je pense que les observateurs que l'on peut être en tant qu'auditeur social ou sociologue de ces éléments-là, on voit en fait tout un ensemble de foisonnements. Ça, c'est intéressant. La seule chose qui, moi, me gêne toujours, et c'est pour ça que j'utilise bien souvent le terme d'imposture, c'est
avant de commencer à communiquer à l'extérieur, à dire vous allez voir chez nous c'est génial, enfin, etc. Tout d'abord, essayons déjà d'appliquer la première logique du respect du collaborateur, c'est-à-dire de ne pas le considérer comme un cobaye. Parce que globalement, on voit pas mal d'entreprises où on dit oh ben on va faire ça, etc. Puis on va voir ce que ça donne. D'accord ? La logique d'agilité, de changement agile, pourquoi pas ? Mais globalement, quand on fait ça sur une équipe, sur des individus, ça commence à devenir un petit peu plus discutable. Et en définitive, la dissonance, elle est aussi dans le fait de ok, combien est-il d'entreprises libérées en France ? Bien, joker, on passe. Deuxième point. Combien d'entreprises ont-elles cherché à se libérer et ont arrêté vite fait le changement ? Ça, on n'a aucun chiffre. Et, entre guillemets, vous avez tous et toutes en tête des grandes entreprises qui apparaissent comme étant libérées, qu'on nous cite à longueur de journée. Harley-Davidson, par exemple. Je ne suis pas avec mon cuir, mais bon. Bah oui, mais ce n'est pas une entreprise libérée. Hein. Ils sont revenus en arrière. Poult, ils sont revenus en arrière. Auchan. Vu l'état de la catastrophe dont ça s'est passé sur le magasin de Saint-Quentin, surtout pas. Et on a tout un ensemble de choses comme ça. Il faut qu'on fasse attention. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, on va avoir... pour moi, on a aussi tout un ensemble d'expériences qui sont ratées. Mais la question, c'est est-ce qu'on jette le bébé avec l'eau du bain ? Le point, il est là. C'est est-ce qu'on applique un modèle ou est-ce qu'on essaie d'innover ? Et surtout, il faut faire attention à ce que le boomerang ne revienne pas en disant « Oui, mais de toute façon, tout ça, ça ne marche pas. On va retourner à notre bon vieux mode de fonctionnement taylorien. » Et du coup, si on ne teste pas sur ces nouvelles réflexions autour de l'organisation sur des humains, ça va être quand même plus difficile puisque les souris ne se prêtent qu'assez peu à ce genre d'expérience. Alain, tu voulais compléter ? Je voudrais réagir à l'exemple, parce que c'est tout à fait intéressant le cas d'Auchan. Auchan, c'est le groupe Muliez. Le groupe Muliez, c'est les cathos du Nord, pour qui un sou, c'est un sou. Sauf qu'en parallèle, dans le même groupe, vous avez Kiabi. Donc, Kiabi a, en même temps que Auchan, mis en place un essai de politique de transformation très profonde de l'organisation. Kiabi a réussi. Auchan a loupé. Pourquoi Auchan a loupé ? Parce qu'il avait mis en premier la recherche de résultats immédiats, alors qu'un processus de transformation, c'est un processus de transformation qui donne des résultats à un terme non immédiat. Qui est le nouveau patron de Auchan, qui vient d'être nommé ? C'est le patron de Kiabi. On tente une V2 ? C'est clair. Ouais, le groupe Mulier, il sait ce que c'est que des problèmes de management. Et il sait ce que c'est que la réussite, on revient, la réussite et la non-réussite de processus de transformation. Alors quand on crée une nouvelle boîte, c'est beaucoup plus facile que de faire transformer une organisation et une grande organisation. Et donc c'est là le vrai problème. Donc il faut donc quitter les discours, rentrer dans les réalités. Dans les réalités, il est clair que le modèle organisationnel de référence post-taylorien, qui a été vendu comme une première étape de libération, rappelez-vous, tout le travail qu'on a fait en commençant à dire la France est le pays qui a les lignes hiérarchiques les plus longues, donc scandale, on va faire des organigrammes plats. Ça veut dire qu'au lieu d'avoir 10 étages dans la ligne hiérarchique, on n'en avait plus que 6 ou 7. Ensuite, on a dit, on va mettre en place la compétence. Je reviens, la compétence et non plus la qualification. On va passer du poste à la personne. Donc, on a commencé à déconstruire toute une série d'éléments. Sauf qu'aujourd'hui, on sait que le modèle ancien est donc obsolète. Les grandes organisations traditionnelles sont des dinosaures. Elles sont contre-productives, aussi bien du point de vue du service rendu au client que du point de vue de la performance sociale. Donc elles sont contre-productives, aussi bien la performance économique que la performance sociale. Donc on est en train de déconstruire un modèle, mais déconstruire un modèle ne veut pas dire qu'on a reconstruit quelque chose. D'où l'intérêt d'aller se balader un peu partout, avec justement les contradictions qu'il peut y avoir. Moi j'ai dit, quand vous dites c'est simple,
C'est pas vrai que c'est simple. La transparence, c'est pas évident du tout. C'est pas une grande tradition française de la transparence. Vous avez combien chez vous d'endroits où on connaît tous les salaires de tout le monde, y compris les patrons et y compris les avantages annexes, avec sur votre intranet, tout le monde pouvant y accéder. C'est simple en apparence. Moi, je suis prêt à lever le doigt de ceux qui ont une organisation de ce type. Vous leur faites lever le doigt? Ben voilà. C'est beau. C'est un début. Ah non, Stéphane, ah non. la notion de simplicité, je crois, vous oppose. Il y a un élément qui est fondamental, Alain. Toi, tu parles de transformation. Donc, c'est ce parcours-là qui est chaotique, douloureux, qui nécessite des essais, des tests, des retours en arrière et qui a un impact sur les personnes qui vivent et qui donc subissent ça. Toi, Stéphane, tu es parti du postulat qui est celui-là pour créer ta société. Est-ce que c'est ce qui fait que c'est plus simple? Est-ce que pour autant il n'y a pas de difficulté dans ton entreprise? C'est le plus simple, je ne sais pas. Moi j'ai créé Fastorize il y a 7 ans, on ne parlait pas encore de concept d'entreprise libérée. En tout cas, ce n'était pas devenu un buzzword. Moi j'ai découvert 2 ans plus tard qu'il y avait un documentaire là, sur Arte, Le Bonheur au travail, voilà, qui m'a éclairé. Je me suis dit, tiens, ah ouais, je dois être un peu comme ça. Mais est-ce que c'est plus simple? Non, je ne crois pas, parce qu'il faut se battre contre tout le monde, contre l'ensemble de ceux qui vous entourent, qui vous disent ah tiens, c'est bizarre quand même comment tu fonctionnes. Ah oui, tiens, tes commerciaux, il n'y a pas de variable. Ah oui, et ils viennent quand ils veulent. Ah oui, et le salaire, tout le monde le voit sur la Google Sheet. Bah ouais. Et donc on se bat constamment par rapport au monde extérieur. Et à l'intérieur, est-ce que c'est plus facile ou est-ce que c'est plus difficile? On gère des difficultés comme toute entreprise. Il y a eu des départs chez nous, il y a eu des choses qui ne sont pas bien passées et on les gère entre guillemets de la même façon que dans une entreprise classique. Juste, c'est le collectif qui gère ces difficultés, et puis peut-être que ces difficultés, il y en a un peu moins, ou en tout cas celles qui ressurgissent, c'est celles qui sont vraiment graves parce qu'il y a beaucoup de régulation. Il y a beaucoup de régulation au sein de notre société, avec des mécanismes de rétrospective, comme on peut voir une rétrospective agile. Voilà, on fait des rétrospectives d'entreprise, on se donne beaucoup de feedback. Donc il y a des mécanismes institués on se donne des feedbacks, et du coup c'est avec la communication non violente, c'est hyper constructif. Donc du coup cette régulation fait que on traite des problèmes réellement quand il y a le départ d'un collaborateur, et c'est un conflit comme un autre, enfin je veux dire, sauf que il y a de la médiation, il y a du partage de prise de décision, voilà. Jérémy, toi, de par la nature de FlexJob, est-ce que ça a un impact sur la façon dont tu recrutes et dont tu intègres tes collaborateurs? Certainement. Nous, on existe depuis 3 ans maintenant. On a un peu la même vision. On partage aussi beaucoup de choses. Et la transparence n'est pas si évidente à mettre en œuvre. Elle n'est pas simple. Elle est très bénéfique pourvu qu'elle soit expliquée. Et je prends l'exemple de montrer les comptes de résultats ou montrer le compte en banque, la trésorerie à ses collaborateurs. C'est bénéfique dès lors que on puisse écouter chaque individualité, qu'on puisse comprendre les attentes de chacun. Et je crois que c'est vraiment peut-être la clé de la réussite de ces structures, c'est d'être capable d'intégrer chaque individualité dans un collectif, et que chaque individu puisse apporter finalement à un collectif performant. Et pour moi, c'est un peu la définition de l'engagement en fait. C'est que chaque individu qui s'engage apporte son énergie et son intelligence au service d'un collectif. Sur cette question du recrutement, alors elle m'intéresse à double titre puisque c'est un de nos métiers et qu'on intègre des collaborateurs chez nous. Effectivement, on a déjà un process de recrutement qui est un peu différent. C'est-à-dire que la taille de notre structure fait que tout le monde peut rencontrer les candidats. On est assez vigilant effectivement aux attentes et aux leviers de motivation des collaborateurs qui intègrent la structure et qui intègrent la structure aussi de nos clients. Pourquoi? Parce que Stéphane l'expliquait très bien, un commercial qui n'a pas de variable, il faut qu'il aille chercher des leviers de motivation différents. Et déjà, il faut qu'il en ait conscience. Donc la première chose, c'est quel est le niveau de conscience des personnes qui souhaitent travailler dans
dans ces entreprises-là. Est-ce qu'elles se connaissent? Comment elles se connaissent? Je crois qu'il y a un enjeu très fort de comprendre quels sont ses propres leviers, quelles sont ses propres peurs, ses craintes, ses zones de confort et d'inconfort, ses zones de stress. Et ça, pour moi, c'est ce qu'on pourrait appeler des soft skills, mais peut-être encore même, on va peut-être encore un peu plus loin. Et c'est un point de vigilance sur lequel il faut être assez alerte. Parler d'individualité à 10, à 20, ça s'entend, mais quand on est dans des structures à 1000 personnes... Quand on est dans des structures à 1000 personnes, et je vais laisser répondre Alain, mais on n'a pas une organisation qui représente 1000 personnes. Elle est éclatée en cellules autonomes, semi-autonomes. Et là, je passe. Justement, quand on avance dans la discussion, on voit bien qu'un élément tout à fait essentiel, c'est que quand vous enlevez le carcan de l'organisation formelle, on arrive à un problème de régulation du rapport entre les individus, les personnes et le collectif. Et de savoir comment ceci fonctionne convenablement du point de vue de la performance économique et, pour simplifier, de la performance sociale. Bien. Si on admet ça, on a entre autres un problème de la prise en considération de la personne. Et donc là, on revient à la sélection des personnes. Et dans les éléments de la prise en condition des personnes, on revient à des choses dont on a un peu débattu hier pour préparer. C'est pour que la personne fonctionne de manière convenable en relation avec les autres, il faut qu'elle soit relativement en harmonie avec elle-même. Donc, c'est quoi être en harmonie avec soi-même? Je ne parle pas uniquement du chef et du chef du chef. Je parle aussi des collègues. Et donc, c'est un vrai problème d'arriver à construire, c'est là qu'on revient à la notion de confiance, parce que ce n'est pas la confiance dans l'organisation, c'est aussi la confiance des uns avec les autres. On arrive à des vraies questions qui est avec qui on veut faire quoi. Si vous avez des gens qui ont un certain type de profil, vous pouvez prétendre faire une forme d'organisation d'un certain type, vous aurez des résultats entièrement contre-productifs. Et il n'y a pas besoin d'être membre de l'école de Palo Alto pour comprendre ça. François, tu veux réagir? Oui, en fait, ma réaction, elle va reprendre quelques termes qui ont été utilisés jusqu'à présent, mais je vais les reformuler de manière plus critique, si vous me permettez. Tout d'abord, globalement, tout ceci repose aussi sur la capacité de pression sociale du groupe, sur le groupe, par le groupe. Voilà. Et derrière ça, il y a ce qu'on va appeler aussi, pour moi, le principe de soumission volontaire. Là, on va renvoyer à la Boétie. Enfin bon, ça commence à être encore plus vieux. Mais derrière tout ça, être en harmonie avec soi-même, et là, c'est aussi être en harmonie avec le groupe. Et quand on regarde ces organisations, elles ont des modes de fonctionnement qui, moi, me posent question. Bon, alors, la critique du taylorisme, hein, c'est on a privé l'ouvrier de son geste de travail. D'accord. L'école des ressources humaines, donc on a rendu duplicable le geste. L'école des ressources humaines, on va rendre duplicable le savoir, la compétence. Et ben pour moi, là, entre guillemets, c'est l'étape encore ultime. C'est-à-dire qu'on va rendre quasiment, on va travailler sur l'identité professionnelle pour que le groupe puisse fonctionner de manière harmonieuse. Travailler sur l'identité professionnelle de chacun. Ça s'appelle pour moi une espèce de manipulation des individualités. C'est-à-dire que, alors ça se passe très bien quand on est dans des entreprises qui se créent, parce qu'on recrute, on sélectionne, entre guillemets, je ne vais pas dire à son image, mais on va vérifier que tout est cohérent. Mais lors d'une transformation, alors là, ça peut être extrêmement violent, avec, je citerai un certain chef d'entreprise qui se balade généralement avec un truc où il n'y a pas de manche. Hein, quand il fait visiter sa boîte, quand il faisait visiter, puisqu'il ne le fait plus, je fais de la place. En matière de respect des individus, c'est quand même balèze. Excusez-moi. Et d'une certaine façon, on s'aperçoit qu'il y a énormément dans ces entreprises où on est dans une logique de transformation, hein, ils s'entendent bien. On a énormément de personnes qui sont conduites gentiment vers la porte. On n'est pas dans une logique de licenciement.
Mais on est là dans une logique de on va te faire comprendre que de toute façon, tu n'as plus du tout ta place ici, donc on va t'amener à démissionner, mon garçon. Ce qui est très différent d'une entreprise classique. Globalement, c'est pas très bien. L'ancien DRH que je suis n'accepte pas ce genre de choses. Parce que globalement, on est sur des logiques où, d'une certaine façon, on se retrouve aussi avec des techniques qui relèvent de techniques de harcèlement. Ne pas oublier que cette logique-là, en fait, avec cette pression du groupe par le groupe, alors on a eu quelques chiffres sur des entreprises, alors pas françaises, mais néerlandaises, où globalement, en fait, cette pression du groupe par le groupe génère une espèce de risque, des risques psychosociaux, et on a trouvé des entreprises où on était médicalement reconnu à 25% de burn-out. Ça commence à faire beaucoup. Et donc, si on veut éviter, puis je donne tout de suite la parole à Alain, si on veut éviter tout cela, je prends ta distinction manager-management. Il y a une place énorme du management pour éviter qu'on arrive à ce genre de dérive. On ne va pas monopoliser la parole, mais je reviens à la notion de soumission volontaire. Il n'y a pas de fonctionnement. L'humain est social. Il n'y a pas de fonctionnement de groupe social, quel qu'il soit, depuis les tribus les plus primitives jusqu'aux entreprises de tout ce que vous voulez, dans lequel il n'y a pas quelque part une soumission volontaire au fonctionnement collectif. Et justement, dans les tribus primitives, c'était simple, hein, où vous partiez, vous étiez tué. Donc actuellement, on est quand même dans une régulation un peu plus soft. Confortable. Et donc, c'est vrai que les processus de transformation sont des processus de transformation, quand ils sont menés d'une manière un peu violente, ont des conséquences sur les collaborateurs de l'entreprise, mais à tous les niveaux, hein, y compris au niveau le plus élevé du management, ont des conséquences qui peuvent être à la fois du stress, du burn-out et tout ce que vous voulez, ou des départs qui sont loin d'être harmonieux. Bon, si on admet ça, à ce moment-là, je reviens, c'est quelle est la cohérence que l'on met en place pour justement permettre de faire des transformations. On est obligatoirement dans des systèmes de transformation, puisque on est dans un ensemble économique et social dominé par l'instabilité. La caractéristique du système qui se met en place aujourd'hui, hein, à tous les niveaux, c'est l'instabilité. Et donc, du coup, la logique dynamique l'emporte sur le statique. Or, les Français sont beaucoup plus à l'aise dans une logique statique que dans une logique dynamique. La construction sociétale française est de ce type-là. On n'est pas des marchands, on ne passe pas son temps, par opposition aux Hollandais, hein, on ne passe pas notre temps à s'adapter aux transformations. Donc c'est pour ça que l'histoire dont on parle, là, aujourd'hui, c'est une histoire très française. Elle est beaucoup plus présente chez nous que, par exemple, dans les pays scandinaves ou dans les pays rhénans. Parce que notre construction sociétale est justement à l'inverse de cette mobilité et de cette plasticité. J'ai l'impression qu'on s'accorde sur le fait que, constaté ou par besoin, on est engagé dans une transformation profonde. Et la finalité, c'est le mieux-être ou c'est le mieux produire ? Battez-vous avec les micros. Mieux produire, on s'en fout, non ? Enfin, une entreprise non rentable. J'allais rajouter, du moment que l'entreprise perdure et rentable, la productivité, chez nous on ne mesure pas la productivité, on n'a pas ce type d'organisation pour améliorer de la productivité. On a d'autres objectifs. L'objectif du mieux-être ou du bien-être fait partie de nos objectifs, effectivement. Alors pas du bonheur, parce qu'on ne peut pas imposer le bonheur à ses collaborateurs. Ils peuvent être malheureux pour tout un tas d'autres raisons. Mais par contre, faire un environnement de travail où ils se sentent bien, oui, ça on peut. Donc c'est un objectif, mais pas la productivité en tout cas.
Je répondrai à cette question en disant qu'à mon sens, tout projet de transformation, à un moment, on doit comprendre pourquoi en fait on fait ça. Et dès lors qu'on parle de ces nouvelles formes d'organisation, si on prend l'exemple de Kiabi ou de Decathlon, le premier travail qui a été fait, c'est de construire une vision qui est partagée avec l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise. Qu'est-ce qu'on veut faire collectivement de l'entreprise? Si on ne répond pas à cette question, alors oui, il y a de la dissonance, alors oui, il n'y a pas de cohérence parce qu'on ne sait pas pourquoi on le fait. Ou alors, on s'en doute, est-ce que c'est que pour un objectif de performance économique? Mais à mon sens, c'est pas durable, les gens sont pas dupes. Et c'est là où il y a à mon avis, des catastrophes sociales très fortes. Mais dès lors que, dès le départ, on s'entend sur pourquoi on veut le faire, que finalement la vision est partagée. Et souvent, quand on regarde les visions partagées des entreprises, on peut prendre l'exemple de Groupe SEB France qui fait un travail formidable. Le bien-être et la performance sont sur le même pied d'égalité. Et il n'y a pas de distinguo entre l'un ou l'autre, pourvu que ça soit du vrai, c'est-à-dire pas du faux vrai. Alors on va donner un discours, puis en réalité c'est exactement pour faire l'inverse. Effectivement, je pense que le plus grand danger, il est là. Merci. On va essayer de rester dans le cadre et donc du coup de respecter l'horaire. Est-ce qu'on peut se relancer sur l'exercice du début, de l'ouverture de cette table ronde? À main levée, combien de personnes aimeraient ou se projettent dans une entreprise dite libérée ou du format de celle qu'on a évoquée si on se dégage de la terminologie? Merci. Messieurs, je vais vous demander chacun un livre, un must-read que vous aimeriez faire partager s'il ne devait subsister qu'un ouvrage. Stéphane. On a les mêmes bouquins avec Jérémy. Et donc, oui, le classique Reinventing Organization de Frédéric Laloux. Reinventing Organization, c'est ça? Oui, de Laloux. Il y a deux versions. Il y a une version épaisse et il y a une version light illustrée. Pour commencer, la version light illustrée va très bien. Alain, François. Finalement, on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. Ah oui, mais non. Alors, allez, revenez à un bouquin qu'on a dû écrire en 2012 avec Michel Hervé, qui est donc le patron de Hervé Thermique, qui est celui qui en France a été un des premiers à manager son entreprise sur un modèle différent. Il fait quand même 1400 personnes aujourd'hui. Et donc c'est de la pyramide au réseau, publié chez je ne sais plus qui, en 2012 je pense. De la pyramide au réseau. Elisabeth Bourguina et Alain Diribarne. C'est des bons auteurs. Jérémy. Effectivement, j'appuie sur Frédéric Laloux. Un livre accessible et assez sympa à lire, Dan Pink, La vérité sur ce qui nous motive. Un petit bouquin jaune qui se lit assez bien. Dan Pink est celui qui faisait l'ensemble des conférences d'un certain Gore aux États-Unis, Al Gore. Et du coup, qui écrit bien, c'est assez agréable à lire. C'est un journaliste, donc il y a un travail journalistique. Et je trouve que ça ouvre bien les chakras sur les motivations intrinsèques. Et la photo de couverture du livre, c'est un bâton avec une carotte. Donc je trouve ça assez cool. François. Je prendrai la deuxième version de l'entreprise polycellulaire de Landier. Voilà, qui aussi explore de nouvelles formes d'organisation, etc. Et qui, d'une certaine façon, et je pense que c'est un point, quand on regarde l'expérience du groupe Hervé, justement, il y a une espèce de foisonnement et il ne faut pas simplement regarder la marque Ombrelle qui est entreprise libérée et véritablement essayer de voir tout ce qu'il peut y avoir derrière comme autre type d'innovation. Je rajouterai Merci, simplement messieurs. que dans le bouquin qu'on a écrit, toute la fin, c'est les collaborateurs de l'entreprise qui font leurs commentaires sur ce qu'a rencontré leur patron. Donc un livre Ce qui commenté. n'est pas très courant. Moi, je vous remercie d'avoir assisté à cette table ronde. Je voulais partager avec vous une citation d'Albert Schweitzer qui a dit, prix Nobel de la paix dans les années 50, qui a dit le bonheur est la seule chose qui se dédouble si on le partage. Moi, j'aimerais rajouter la notion d'idée. Et j'espère que, et par cette table ronde, et par ce que vous allez vivre au Blend, vous allez repartir riche de nouvelles idées. Je vous souhaite une très bonne journée.